Ok, alors on va reprendre après cette pause café et technique. Et maintenant, ça va être la deuxième, ce que j'appelle conférence extérieure, donc extérieure Wallonie. Et ça va être le groupe F qui va vous faire une présentation. Groupe F comme Frelon, qui a été créé en 2018 et qui a pour vocation en fait vraiment de s'attaquer à cette lutte contre le frelon au niveau de Bruxelles, puisque Bruxelles ne dépend pas en fait de la région wallonne, du moins pas pour cet aspect de certains subsides de la région wallonne pure. Et donc, voilà, comme Louis va vous le présenter, ils sont souvent un peu livrés à eux-mêmes par rapport aux politiques et donc ils se sont organisés eux-mêmes. Et Louis va vous faire un point sur cette prolifération en région Bruxelles-Capitale qui est vraiment une des zones un peu comme Brabant-Wallon et Tournésis, Hainaut, qui est vraiment extrêmement affectée par le frelon, impactée même. Donc voilà, donc je laisse Louis faire, faire sa présentation. Merci, Aurélien. Ah oui, il veut donner un numéro. Merci, Aurélien. Donc, effectivement, le groupe F, c'est un groupe au départ d'agriculteurs qui ont pris conscience dès 2018 du problème que représentait l'infestation de frelons asiatiques et qui, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de réactions autour d'eux, se sont dit, nous, on va s'y mettre. Alors, on s'y met parce que ça nous intéresse, on s'y met parce qu'on s'amuse entre nous. Et on s'y met parce qu'on pense que le frelon, ça a des impacts au niveau de la santé, on va en parler, et au niveau de la biodiversité. Alors aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce qu'on a fait depuis 2018, je vais faire une synthèse de ce qui s'est passé en 2024 et de ce qu'on prévoit en 2025. Et Jean-Michel, qui est un de ceux qui sont extrêmement actifs au niveau de la commune de Woluwe-Saint-Pierre, fera une synthèse plus particulière sur ce qui s'est passé sur cette commune-là, qu'on connaît maintenant un peu précisément, parce que ça fait plus de 2 ans qu'on travaille très, très, très fort sur le terrain pour limiter la prolifération du frelon asiatique. Alors, au niveau de la région, on est face à une administration qui est clairement pas au niveau de la situation. On minimise les risques, notamment le risque sanitaire. L'année dernière, il faut savoir quand même que sur la commune de Woluwe-Saint-Pierre, on a eu 4 cas de gens qui ont atterri aux urgences, dont un avec un choc anaphylactique. Si on n'avait pas réagi très vite, la personne elle serait prise de 2 secondes. Cette année, on a aussi eu 3 incidents répertoriés et on n'a pas tous les incidents répertoriés. Donc, dans une région urbaine, le frelon asiatique, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure par le fait du fait qu'il y a 30% des nids qui sont à hauteur d'homme, quand les hommes rencontrent les frelons, avec un taille-haie, avec une tondeuse à gazon, avec un engin qui fait des vibrations, c'est piqûres multiples. Et piqûres multiples, même si il en faut beaucoup pour être vraiment très mal, le taux de gens qui est sujet à une réaction allergique plus ou moins grave est important et on se retrouve avec un taux de gens qui se retrouvent à l'hôpital qui est relativement élevé. Donc, on a une administration qui minimise les impacts, qui fait des communications réductrices et erronées. Alors, on entend bien que la bonderie apivore est un des prédateurs possibles du frelon asiatique. Mais quand on dit ça, on oublie de dire aussi que la bonderie apivore, il y en a très très peu, que c'est un animal qui vit dans la forêt. Or, on vous expliquait que le frelon asiatique, ça se développe plutôt dans les villes ou dans les milieux semi-ouverts. Et en plus, la bonderie apivore, c'est un oiseau migrateur. Donc, à partir de la fin août, début septembre, il va dans les endroits où il fait beau et chaud. Au moment où il y a des nids en grande quantité et de grande taille, les bonderies apivores ne sont plus là. Donc, tout ça pour dire que, oui, il y a la potentialité d'avoir des effets, mais c'est un effet minime. Et le problème qu'on a à Bruxelles, c'est que Bruxelles Environnement expose en long, en large et en travers le fait que la bonderie apivore est un prédateur du frelon asiatique, sans oublier, en oubliant tout le reste du discours. Et puis, on a aussi une administration qui, quand elle le peut, prend des actions pour nous gêner. On a eu, cette année, je me souviens, le 16 mai, une réunion, le groupe de Woluwe-Saint-Pierre avait une réunion avec les Chines de l'environnement. Les fonctionnaires de Bruxelles Environnement ont eu connaissance de cette réunion entre le groupe F local et les Chines. Et comme par hasard, 10 minutes avant,
il y a un mail qui est arrivé et dans la boîte aux lettres, et dans la boîte mail de l'éco-conseillère et dans la boîte mail de l'Échevine pour dire il ne faut surtout pas lancer de campagne de piégeage. Ça a des impacts sur le reste des insectes, ça n'est pas efficace, et dans les espaces publics, il faut des autorisations spéciales, et. Donc, mieux que ça pour torpiller une activité citoyenne, c'était un peu plus compliqué que ça. Voilà. Donc, on est face à cette administration qui fait pas le boulot et qui surtout fait tout ce qu'elle peut pour nous empêcher de faire les choses. À tel point que jusqu'à l'année dernière, il y avait une convention qui faisait que les pompiers intervenaient systématiquement pour la neutralisation de nids et le faisaient gratuitement. Cette année, sans en parler à personne, dans un gouvernement qui était en affaires courantes, puisque les élections avaient eu lieu, mais le gouvernement régional n'était toujours pas établi, le ministre Marron, sur base des recommandations de son administration, a dit on met fin à la convention pompiers Bruxelles Environnement pour la neutralisation des nids, et Bruxelles Environnement reprend la gestion des nids. Point final. Maintenant, si vous voulez faire neutraliser un nid, sauf cas d'extrême urgence, ce sera payant. Donc, plus du tout d'intervention des pieds, aucune concertation au niveau des communes, ce qui fait que les communes, quand elles ont découvert le problème, elles n'avaient souvent pas mis en place un contrat avec un insectiseur. Enfin bref, ça a été un peu la cacophonie au moment où les nids ont commencé à apparaître. Et bien entendu, la charge financière était avant prise en main par la convention entre Bruxelles Environnement et les pompiers. Maintenant, elle est soit chez les communes, soit chez les particuliers. Voilà la situation de la région de Bruxelles-Capitale dans laquelle on évolue. Alors, qu'est-ce que nous avons fait en 2024? Le groupe F, on a mis en place un colloque au niveau du Parlement bruxellois qui a interpellé les autorités, qui n'ont pas forcément beaucoup réagi, mais ça a eu le mérite de mettre le problème sur la place publique. On a fait 4 conférences publiques au niveau des communes pour faire passer l'information et on a lancé dans certaines communes des groupes communaux avec les possibilités de faire de la capture de printemps, de la neutralisation de nids primaires, de la recherche de nids secondaires, de la neutralisation de nids secondaires, des captures d'automne et bien entendu la protection des bûchers. Sur les 3 communes sur lesquelles on a réussi à lancer une campagne de piégeage de printemps, on s'aperçoit que c'est les communes qui sont en vert. Sur un total de 575 prises, on a plus de la moitié qui est faite sur 3 communes sur lesquelles on a lancé une campagne de piégeage avec ce type de piège-là. Donc des pièges à cônes qui sont assez similaires à ceux qui ont été utilisés en Wallonie, à ce petit détail près que le trou d'entrée des frelons, il est pas rond à 8,4 mm, il est ovoïde avec 8,2, 8,6. Parce que le thorax des frelons, c'est pas rond, c'est ovale. Et donc, si on veut être un peu plus sélectif et qu'on réduit la hauteur à 8,2 et qu'on élargit la largeur, on va avoir des frelons qui vont se faufiler, mais on va limiter l'entrée des frelons européens qui, eux, sont beaucoup plus hauts. Voilà rapidement un petit peu ce qu'on a fait au niveau de l'action globale. Alors après, par exemple, au niveau de Boisdin-Algefort, que je connais bien parce que je fais partie de ce groupe global-là. Pardon, excusez-moi. Nous voyons toujours votre page de titre, nous ne voyons pas défiler votre présentation. Ah, attends. Merci d'avoir prévenu du coup.
Voilà, c'est ça. Celle-ci. Voilà, est-ce que c'est bon maintenant? Parfait, merci. Désolé. Merci d'avoir prévenu. Désolé de ne pas avoir pu développer les choses plus tôt. Donc, au niveau de Watermal, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé un projet participatif citoyen. C'est-à-dire qu'en fait, on a monté un dossier qu'on a soumis à la commune et le dossier, il est soumis au vote des citoyens. Donc, il y avait une quarantaine de dossiers de projets participatifs et il y avait un budget total de 40 000 euros qui pouvait se répartir par temps de 5 000. Et les citoyens de la commune de Watermal votaient, disant bah, on est d'accord pour ce projet-là, on n'est pas d'accord pour ce projet-là. Et à l'arrivée, bah, les projets qui avaient reçu le plus de votes recevaient le subside en fonction du budget qu'ils avaient demandé. Donc, on n'a pas demandé de l'argent public comme ça en l'air, on avait construit un budget pour une perche, les équipements de protection et tout ce qu'il faut pour les équipements de neutralisation et quelques petits éléments, entre autres, pour payer les cônes comme ça. Donc, on a rentré un projet de participatif citoyen et en faisant un tout petit peu de publicité, on a eu la chance d'être le premier projet. On a bien entendu fait une conférence publique et puis on a lancé les captures de printemps sur un quartier de la commune. On n'a pas déclenché un piégeage sur toute la commune. On a ciblé un quartier qu'on connaissait bien et où on avait beaucoup de contacts. Et donc, sur ce quartier-là, on a déployé une centaine de pièges comme ça. Donc, on a vraiment fait un maillage assez serré. Et voilà, on a piégé 74 tonnes de batterie. C'était pas énorme, mais c'était la première année qu'on fait ça. On n'était que 5. Et comme on avait fait toute cette communication, comme on avait fait toutes ces actions vis-à-vis de tout, on a quand même localiser et neutraliser 50 nids. Je viendrai après sur le détail nids et qu'on a neutralisé et localisé. Une des autres choses qu'on a faites, c'est que on avait la chance de bien connaître l'administration communale et donc rapidement on est rentré en contact avec les co-conseillers et un certain nombre d'autres responsables de services dans la commune. Et l'un d'entre eux a dit, OK, je me charge de voir avec les chaînes de l'environnement si on ne pourrait pas avoir un référent frelon dans l'administration communale. Le conseil des échevins s'est réuni, il a choisi ce monsieur pour être le référent frelon, et donc on a un partenariat avec lui quand on doit communiquer vis-à-vis de l'administration communale, c'est avec lui qu'on communique. Voilà, et donc en 2025, qu'est-ce qu'on va faire? On fera un deuxième volet pour le projet participatif. Donc là, la perche qu'on avait achetée, elle montait jusqu'à 21 mètres. On va la faire monter jusqu'à 30 mètres, puisqu'il nous faudra encore quelques extensions. On va, dans le reste de l'enveloppe, acheter un système dont Jean-Michel parlera un peu plus tard, qui est le système Robor, qui permet de localiser les nids beaucoup plus vite que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on a utilisé la triangulation, on a testé le système, et en 2 heures, grosso modo, on trouve un nid sans trop de difficulté. Et voilà. Et donc, ça, ce sera l'action qu'on va faire en 2025 pour Watermal. Alors, cette carte-là, elle est un peu détaillée. Toutes les punaises, à chaque punaise correspond un nid. Les noirs, c'est ceux que nous avons neutralisés avec la perche. Les bleus, c'est ceux qui ont été neutralisés avec l'aide des désinsectiseurs. Je pense notamment à Yannick Servet ou Olivier Van Sitteyan, qui ont donné un sérieux coup de main. Les jaunes, c'est les 2 nids qui étaient à proximité d'un espace avec à côté un petit étang et d'une faune aquatique très sensible à la permétrine. Donc ceux-là, on les a traités à la terre de diatomée. Et il a fallu mettre 1,5 kg de terre de diatomée par nid pour arriver au résultat. Donc c'est pas non plus anodin. Et puis les rouges, bah, c'est ceux qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et quand on a voulu les faire, on n'a pas pu les faire. Voilà le bilan en nombre de nids trouvés neutralisés à Watermal, ou par l'équipe de Watermal, parce que ça déborde un peu le périmètre de la commune. Voilà, maintenant, je cède la parole à Jean-Michel, qui va vous parler de Woluwe-Saint-Pierre. Voilà. Bonjour à tous.
dans notre groupe de Moulins Saint-Pierre, nous avons créé, dans toutes les communes d'ailleurs, les groupes Vespa Hunter. Ces groupes Vespa Hunter, chez nous, c'est 1150. Et notre groupe est très éclectique, puisque nous sommes ingénieurs, médecins, plombiers, fonctionnaires, consultants en amélioration continue dans des grosses boîtes de consultance. Et on met nos compétences ensemble pour avoir une approche stratégique et scientifique. Et donc, notre méthode, c'est que nous, dans notre groupe, nous avons découvert les nids en 2022. On a mis 3 mois pour trouver notre premier nid. On les a trouvés début octobre, un peu tard. On a découvert une vingtaine de nids dans la commune. Et en 2023, on était prêts et on a commencé à trianguler et à chasser. Et dans notre commune, sur 4 km², on a trouvé 89. Mais on les a neutralisés tôt. On ne les a pas tous neutralisés avant le 15 septembre, mais on était à peu près à 50 nids début septembre, mi-septembre, de neutraliser. Et puis, on va voir les résultats de cette approche et surtout le résultat du piégeage sélectif, de la manière dont que Louis a évoqué tout à l'heure. Et je vais préciser quelques petites particularités de notre piégeage printanier. Alors, comment est-ce qu'on fait au début pour la triangulation? On met des appâts, on attrape nos frelones, on les marque, on prend le vol et l'orientation du vol à la boussole, on chronomètre. Selon les conditions atmosphériques, elles volent entre 3,88 mètres par seconde et 5,80 par seconde estimés. Et puis on trouve les nids et avec Arthur, il nous est arrivé de dire le nid doit se trouver à tel numéro de telle rue. On y va et on trouve le nid accroché à une toiture ou dans un arbre. Ça, c'est 2-3 coups sur la saison. Et puis, c'est aussi de l'engagement et de la communication. On rencontre les habitants, on génère de l'interaction, on crée une formation. Si vous pouvez bien couper vos micros, ceux qui sont en distanciel, s'il vous plaît. Allez, Jean-Mi, vas-y. Je continue. Mais je ne veux pas lui faire peur. C'est bon, on va combinaison s'activer. On voit les expressions de joie de certains et on rencontre des personnes extraordinaires comme Monsieur Hugens qui nous a trouvé 2 nids en 24 heures en se promenant dans la commune. Alors, je vais pour avancer. Non. Il n'avance plus, là. Ah, et ça. Ah, ça va. Je vais venir, ça va. Ça va. Alors, en 2024, on a informé au printemps les équipes de piégeurs que l'on a recrutées sur Vespa Hunter. On a organisé avec les Chines de l'environnement une soirée d'infos. On a distribué les pièges sélectifs. On a piégé du 1er avril au 25 mai, au 25 juin, parce que les conditions climatiques ont été défavorables.
Puis on a commencé à trianguler et trouver le nid primaire. Et de août à novembre, on a mis nos appâts, triangulation et recherche de nos nids secondaires. Le maillage a été fait aussi dans notre zone de chasse de 4 km², mais on a recensé quand même tous les nids dans la commune. On a utilisé les pièges sélectifs et je me suis chargé d'utiliser un piège non sélectif que je relevais tous les jours et j'allais libérer mes frelons européens qui ne sont apparus que à partir du mois de mai. J'en ai perdu 2 dans l'aventure. J'en ai marqué pour voir s'ils revenaient. Il y en a qui revenaient dans le même piège. Et j'en ai dispersé 8. Et vous verrez que nos résultats de notre piégeage étaient que nous avons réalisé 36% des captures sur 2,5% de la superficie totale de la région Bruxelles-Capitale, 64% sur les 97,5%, et sur notre zone expérimentale de capture, nous avons capturé 51,8 fondatrices par km², pour 3,6 fondatrices sur le reste de la région Bruxelles-Capitale. C'est sans commentaire. Et parce que quand il y a 2 méthodes de calcul, c'est celle déclarée sur observation.be et ce que nous avons capturé, nous avions un système où nos piégeurs devaient déclarer leur prise de frelons asiatiques, d'éventuelles prises de frelons européens et d'autres insectes. 73% ont été faites dans les pièges coréens, dont la plupart, ont été faites avec ces pièges coréens autour de Montrucher, à Oulé-Saint-Pierre. 13, parce qu'il y avait un malheureux qui avait utilisé un piège à noyade en dehors de nos recommandations, et 50 principalement dans les pièges sélectifs distribués ou captures faites au filet, principalement sur les cotonerstères. On a attrapé 12 fondatrices de frelons européens dans les Yassegs. J'en ai relâché 10, comme je vous ai dit. Il y en a 2 qui étaient morts d'épuisement le soir déjà, quand je suis arrivé. On a eu 4 guêpes, 0 abeilles, 0 bourdon, 182 mouches dans le piège à noyade non recommandé, et on a attiré de très nombreuses limaces qu'on n'a pas pu comptabiliser. Alors, ensuite, sur les résultats, alors j'ai pris comme référence toutes les observations faites, déclarées sur observation.be. Nous avons déclaré tout le nid. Vous voyez que en pâle, rose pâle, jaune pâle, c'est la région Bruxelles-Capitale en 2023 et les nids déclarés au 29 du 11 2023, et le nombre de nids en 2024, c'est en bleu. Et vous voyez à Woluwe-Saint-Pierre, le nombre de nids au 29 novembre 2024 pour 2023 et 2024, ce qui correspond à une augmentation en pourcentage de déclaration de 6% sur la région Bruxelles-Capitale, comprenant Woluwe-Saint-Pierre, et sur Woluwe-Saint-Pierre, on a 46% de nids en main. Et nous traquons avec les habitants, on a à peu près 850 membres dans notre groupe VESPA, ce qui représente un petit 2% de la population de Woluwe-Saint-Pierre. Alors, ce qu'on fera l'année prochaine, on fera du piégeage printanier. Ce que je vais faire, je vais répertorier tous les nids qui ont été détectés après le 1er octobre.
Et là, on va intensifier le piégeage autour. On va adapter le piège GSM, parce que je pense qu'ils sont hyper bien pour orienter le vol à l'entrée, et on va adapter le trou avec un de nos ingénieurs pour pouvoir avoir le diamètre de 8,2, 8,6, pour pouvoir être beaucoup plus sélectif. On va faire nos appâts triangulation, et puis on va utiliser le système rebord. On avait fait une information fin du mois de septembre. Moi, j'étais pressé et je suis parti en me disant c'est encore un truc à la con qui ne va pas marcher. Et puis, j'étais à peine arrivé chez moi que ils m'ont envoyé un message qu'ils avaient trouvé le nid à 1 km de l'endroit où on avait attrapé la colonne, mis le petit émetteur qui est connecté, enfin, qui communique avec le Bluetooth des GSM. Et donc, en région urbaine, c'est extraordinaire parce que on a vu son trajet partout, vous allez voir. Alors, là, je peux fermer ça? Oui, je suppose. Voilà. Ici, vous voyez Arthur qui place la frelonne dans le petit tube pour lui accrocher là en bas le petit émetteur avec un petit crochet, et donc l'émetteur pend en dessous de la frelonne. On a les antennes, et on avait notre frelonne qui a passé, c'est ça qui m'énervait, un quart d'heure, 20 minutes dans un arbre fruitier avant de décoller. Puis, avec la géolocalisation liée au Bluetooth des GSM, ils se sont dirigés à 1,3 km de la zone où on avait été, avec leurs antennes, et ils ont visé cet arbre, et en moins de 3 heures, le type nous a dit, t'imagines sur une journée d'été de 14 heures, on va pouvoir en trouver beaucoup, parce que parfois on en trouve rapidement, alors on est content, mais parfois on cherche, et on sait qu'il est là, on sait qu'il est caché, il est dans un jardin. Et puis, tu cherches, et quand les feuilles tombent, tu te dis, mais il était effectivement là où on avait dit, mais là, avec ce système, on saura où il est, et s'il faut, on rampera dans l'arbre, on pourra aller voir par en dessous. Mais si on en trouve 4 par jour, alors qu'avec Arthur, l'année précédente, quand on travaillait toute la journée, on avait notre maximum, c'était 3 en une journée, mais là, avec le système rebord, on va augmenter notre efficacité. Son phare partira d'un point, ils vont venir chez nous, et puis on va arrondir notre cercle de chasse. Alors, il faut être évidemment stratège, il faut être organisé, il faut être rigoureux, et c'est un peu comme mes patients qui me disent, quand je leur propose des changements en termes d'alimentation, parce qu'ils ne sont pas bien, parce qu'ils sont déprimés. Et quand ils sont déprimés, je leur dis, tu as déjà vu un enfant qui n'avait pas dormi? Ils me disent, mais putain, c'est chiant. Et je dis, tu as déjà vu un enfant qui n'avait pas mangé? Oh, c'est insupportable. Je dis, tu as déjà vu un enfant qui n'a pas bien dormi et qui n'a pas bien mangé? Ouf, c'est insupportable. Moi, je dis, c'est comme toi avec toi. Il faut aller dormir tôt, il faut changer ton alimentation, et ils te disent, ouais, docteur, une vie sociale. Ben, c'est comme ça aussi pour les frelons. Il faut être organisé, il faut être rigoureux. Et sur notre région de Bruxelles-Capitale, on va montrer, en étant rigoureux, on circule les résultats. Voilà, je vais laisser la parole pour terminer à Louis, qui est quand même notre N'importe quoi. Donc, on a parlé de la région, son du groupe F, 2 exemples de groupes locaux. Le groupe F, il a des antennes locales, il va continuer à travailler au niveau de la région. Cette année, en 2025, on va faire exactement le même programme que celui qu'on a fait. Et on va essayer d'amplifier le périmètre avec plus de gens qui localement travaillent sur
la lutte contre le frelon asiatique. Robor, on l'a testé, c'est un coût de 2 000 euros. Donc, c'est une somme, mais avec 2 000 euros, on est capable d'avoir 5 capteurs. Et si on le fait bien, les capteurs, on les récupère. Parce qu'en fait, les capteurs, ils ont une durée de vie d'au moins 3 jours. Donc, si en 3 heures, on arrive à localiser un nid, le frelon qui a le nid, le capteur qui a couché en dessous, il va revenir sur la part. Une fois qu'on a localisé le nid, on laisse le frelon revenir sur la part, on l'attrape, on récupère le capteur qui a une batterie, on met le capteur en stock, on recharge la batterie, éventuellement on tue le frelon parce qu'on n'en a plus besoin, et on va neutraliser le nid parce qu'on a la perche dans son coffre à côté du robot. Donc c'est ça un peu le programme 2025. Avant de terminer, je voudrais remercier tous ceux qui se sont investis, et notamment, je pense à 2 personnes. On a Yannick Servet et Olivier Van Sintoyan qui sont des désinsectiseurs, qui sont des gens avec qui on a pu travailler de façon très, très efficace. On signalait les nids et ils étaient présents très rapidement pour neutraliser les nids et le faire professionnellement avec une dose de permétrine hyper calibrée. Donc, on ne met pas des tonnes de permétrine dans la nature, on met entre 20 et 40 grammes par nid. Et donc ça, finalement, c'est effectivement un pesticide qui part dans la nature. La permétrine, ça a deux propriétés. Dès que c'est au contact de la lumière, ça perd sa nocivité en 48 heures. Donc, dès que les trous commencent à apparaître dans le nid, la permétrine perd de son efficacité. Oui. Et la permétrine, c'est ce que nous utilisons en médecine pour le traitement de la gale. Et donc, on met de la permétrine sur la peau des patients pour traiter la gale. Voilà, donc je voudrais lancer ce message. Merci à Yannick et à Olivier. Et puis, merci pour votre attention. Moi, je vous recommande bonne chasse au nid, parce que soyez bien rassurés, on est vraiment solide. Alors, comme on a pris un peu de retard et que là, on est vraiment sur des cas pratiques qui sont pour à la fois Bruxelles et la Wallonie, puisque les antennes sont en région wallonne, on va garder les questions pour la partie table ronde, qui sera quand même assez pratico-pratique. Il y aura le CERA avant, donc il y aura tout un tas de questions. Ça nous permettra aussi de pas trop discriminer non plus ceux qui sont en ligne, qui mettent des questions dans le chat. Donc, on va tout centraliser. Donc, ça, c'est pour ceux du chat, qui n'aient pas peur. On va tout centraliser et comme ça, on pourra amener aussi ces questions qui peut-être vont se regrouper pour la partie à 16 heures après avec le CRA, pour pouvoir attaquer et rester à peu près dans les temps. Et là, on va attaquer la restauration du midi. Donc, pour ceux en ligne, on reprend à 13h30. Donc, il y a 1 heure devant vous. Pour ceux qui sont en présentiel, la restauration se fait donc en sortant là sur la droite. Vous avez 2 loupes et vous avez 2 tables avec des nourritures identiques et des manches debout pour pouvoir discuter confortablement. Voilà. Donc, vous avez tout qui est là-bas et vous avez à nouveau du café qui est fonctionnel. Et donc, dans 1 heure, on se retrouve ici pour réattaquer dans les temps parce que on a certains de nos participants qui doivent partir pas trop tard. Merci. C'est la partie qu'on déjà. Ouais, exactement.